je prends du temps pour moi. Je m'offre cet espace de tranquillité pour me détendre et faire le point. Aujourd'hui, j'aimerais me libérer d'une chaîne de pensées qui occupe mon esprit depuis plusieurs jours. Des pensées récurrentes et non constructives. Elles m'empêchent de me concentrer sur ma paix et mon bien-être. Ces pensées de doute, de peur ou d'inquiétude ont engendré des sentiments d'inconfort ou de frustration, ainsi que des émotions incontrôlées. Pour l'instant, en simple témoin, j'observe calmement les sentiments et les émotions que me procurent ces pensées. Je reconnais également les situations, les circonstances qui ont fait naître ces pensées. Maintenant, suis-je forcé de subir l'effet dévastateur de ces pensées? J'ai un pouvoir sur ces pensées, puisque j'en suis le créateur. Avec compréhension et détermination, je peux les retourner à mon avantage. Car il existe une loi disant que chaque scène de la vie recèle un bénéfice, même s'il est caché. Au lieu de me concentrer sur une vision fataliste des circonstances ou sur mes lacunes, je choisis maintenant d'adopter une autre perspective. Lorsque des pensées de peur se présentent, j'éveille mon courage. Je me rappelle que je possède au fond de moi le potentiel pour surmonter l'impossible. Si les pensées de doute sur mes capacités font surface, je me recentre sur ma valeur innée, sur mes qualités. J'ai également d'autres spécialités à découvrir. Les pensées de colère
me font prendre conscience de l'importance de clarifier et d'exprimer mes besoins. Dans mon silence intérieur, je reconnais mes besoins et ceux des autres. Je réfléchis calmement à des moyens plus sages de les exprimer. Et dans cet éveil intérieur, je découvre le respect de soi, une force libératrice qui me permet de m'exprimer sans perdre le contrôle. D'accueillir mes qualités sans renier mes limites. Je me parle intérieurement comme on parle à un être cher pour le réconforter et l'encourager. Car le seul fait de m'arrêter pour porter attention à mon état intérieur est un signe d'amour envers moi-même. Je découvre un être unique et merveilleux. Je suis un acteur héros dans cet immense film de la vie. Je ne suis pas mes faiblesses, je ne suis pas mes erreurs. Ce sont des accidents sur mon parcours. Ils font partie du scénario. Je me vois plutôt comme une personne aux multiples spécialités. Et je veux soutenir ce regard sur moi-même. Il me rend confiant et stable. Mon esprit est désormais sous mon contrôle. Il émet naturellement des ondes paisibles et joyeuses. Je génère des pensées bienveillantes et apaisantes pour moi et pour les autres. Je me concentre à présent sur la douceur de la paix. Je m'enveloppe de paix. Je m'offre ce cadeau.
Bonsoir. J'étais tourné pour voir si t'étais pas tout seul dans la salle ou s'il y avait quelqu'un. Bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Non, hein? Vous avez, c'est ça. Voilà. Bonsoir, bienvenue. Et je m'appelle Eric, je suis souvent la personne qui anime les mercredis soirs, mais on a d'autres conférenciers aussi à l'occasion, et chaque mercredi, c'est l'occasion de réfléchir un petit peu sur des thèmes, et je dis souvent, le but, c'est de nous provoquer dans nos pensées, puisqu'on est ce qu'on pense. Donc, si on peut changer nos pensées, ben, on arrivera peut-être à changer des aspects de soi-même ou des consciences, des idées, des façons de voir la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les petites annonces du mercredi soir, on a des cours de méditation qui commencent dès le 11 janvier. Donc, ce sont des cours, en fait, demain, à compter de demain, donc pour une formule de 7 leçons, donc 7 semaines consécutives. Et on va avoir 2 cours qui commencent en même temps, un en français, un en espagnol, de cours de méditation Raja Yoga. Toute information disponible à la réception. Le vendredi 19 janvier, tous les ans, on commémore un petit peu le décès du fondateur de l'organisation, Brahma, qui est décédé le 18 janvier 1969. Et donc, le vendredi 19, il y aura une soirée hommage, un petit peu avec un thème sur l'amour personnifié. Donc, ça, ce sera de 19h à 20h30. Et si je ne me trompe pas, c'est bilingue. Right? Je pense que c'est en bilingue. C'est en bilingue. Parlez bilingue? C'est en bilingue. C'est tout en bilingue. On parle tout en bilingue. C'est une nouvelle langue très sympa, ça s'appelle bilingue. Et le dimanche suivant, donc le 21 janvier, il y a un atelier pour les jeunes adultes qui s'appelle « Suis tes rêves ». Et ce sera de 13h30 à 16h30. Donc si vous avez des contacts avec des jeunes adultes, je pense que c'est 18-35 ans, plus, moins, selon comment vous vous sentez, quoi. Quand on pense à un thème comme ce soir qui est croire en soi, c'est un peu particulier parce qu'on se demande est-ce qu'on a besoin de croire en soi ou est-ce qu'on n'a pas la preuve qu'on existe. Je pensais à l'idée que des fois on demande à quelqu'un est-ce que tu crois en Dieu? Et croire en quelqu'un, c'est un peu... On ne croit pas en quelqu'un, en fait. On croit en certains aspects où on a une confiance en quelqu'un, par exemple. C'est surtout par rapport à des phénomènes où, surtout la notion de Dieu, souvent on dit est-ce que tu crois en Dieu? Et évidemment, c'est une croyance parce que elle est rarement vérifiée de façon irréversible. Alors, on se dit que ce sont des croyances. Mais est-ce qu'on peut appliquer la même formule, croire en soi? Est-ce qu'on peut se demander, dire, moi, je ne crois pas en moi? Ah bon? donc, en quoi... c'est une drôle de formule pour le soi. Et je pense que pour soi-même, on parle davantage de... En fait, c'est de croire en quelle forme de soi. Et je pense qu'on a tous une conscience d'exister, une acceptation d'être et une certaine connaissance de soi. Mais là où la spiritualité veut nous amener, c'est qu'est-ce que je suis capable, quand je pense à moi, quels sont les aspects de moi dans lesquels je crois ou je ne crois pas. Et je pense qu'on fait plus référence à un peu notre potentiel. Et j'aurais un petit exercice de réflexion à vous faire pour commencer. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime bien formuler par rapport à moi-même. Et c'est la notion de comment est-ce que j'aimerais être, est-ce qu'il y a une façon d'être que je peux imaginer par rapport à moi-même dans laquelle je me sentirais mieux. Si je vous disais, comment est-ce que vous vous verriez afin de vous dire, bah, tiens, ça, cette version de moi, j'aimerais ça, être comme ça. Êtes-vous capable de définir vraiment à quoi vous ressembleriez dans une version où vous vous dites, ouais, j'aimerais vraiment être comme ça, plus, du moins, comme ça. Et ce que je pense qu'il va se passer, c'est à savoir si on veut être plus comme ça, est-ce que ça veut dire moins comme ça? Et qu'est-ce que vous préférez? Être plus comme quelque chose ou moins comme quelque chose? Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a des choses en nous
qu'on veut surtout éliminer, parce qu'on se dit ça m'empêche d'être comme ça, ou est-ce qu'on est bien avec comme on est, mais on en parlerait plus. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est, on a une dynamique, on hurle, on crie, on applaudit. On a des gens en ligne aussi, on les entend pas, mais eux, ils parlent chez eux, puis je les entends, là, des fois. J'entends la connexion avec tous les gens qui sont en ligne, alors on espère que ça réagit à la maison. Des fois, je sais qu'il y a des discussions très animées à la maison. Ah, ben, c'est bien, c'est bon. Je sens les oreilles, je sens les oreilles. Mais c'est intéressant de se poser cette question. Moi, je me demande souvent, surtout en vieillissant, on sait que pour certains d'entre nous, je pense qu'on voit qu'il y a un passage sur Terre qui, tout à coup, a une fin. Puis on se dit, bon, ok, avant de partir, qu'est-ce que j'aimerais bien faire de ma vie? Tu sais, on a traîné bien des projets. Moi, j'ai eu une belle expérience pendant les vacances où j'ai réussi, après beaucoup de procrastination et de paresse et de reporter à plus tard, j'avais réussi à éviter beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers, beaucoup de courriels, beaucoup de trucs que j'avais cachés dans des dossiers à faire, dans des... tout négocier ça mentalement, ignorer. C'est là depuis tellement longtemps que tu le vois plus. Finalement, je me suis dit, non, ok, là, 2017, on fait le ménage. Et j'entre en 2018, il faut tout régler. Il faut vraiment, mes vacances, là, j'ai 2 semaines, je règle tout. Et j'ai vraiment fait des efforts. Honnêtement, là, je m'en félicite surhumain. Pour régler c'est pas des gros dossiers. Une fois que tu te mets là-dedans, puis tu le finalises en 2 heures, finalement, tu te dis, bon, ben, c'était juste 2 heures. Vu qu'il y en avait quand même beaucoup, j'avais ce sentiment de grande satisfaction à éliminer des tonnes de choses que j'avais laissées traîner pendant longtemps. Puis de me dire, si j'avais réglé cette chose-là il y a 1 an, parce qu'il y en a qui dataient pratiquement d'1 an, alors ça fait toujours bien quand tu commences un courriel, désolé pour le retard, puis là, tu regardes la date et tu dis, non, là, je peux pas commencer comme ça, là, c'est 12 mois, ça fait un peu, il faudrait peut-être une nouvelle formule. Désolé pour cet immense retard, par exemple, ça serait déjà mieux. Mais le sentiment de se dire, pourquoi je l'ai pas réglé il y a 1 an? J'aurais réglé il y a 1 an, j'aurais pas eu à traîner pendant 1 an ce fardeau de quelque chose qui n'est pas réglé. Puis une fois qu'on le règle, on se dit, c'est pas si compliqué que ça à régler. Mais bon, peut-être que certains sont comme ça un peu. Ça s'appelle un peu de paresse, un peu de procrastination. Et là, je me disais, ben ma vie continue comme ça. Est-ce que j'ai des dossiers dans ma vie que j'ai pas réglés, qui sont pas matériels, qui sont pas courriels et autres, mais qui sont peut-être des aspects dans lesquels je me dis, ouais, pour moi, bien vivre pleinement mon passage sur Terre, j'aimerais ça, accomplir telle chose, être de telle façon. Et c'est là où je me demande, est-ce que c'est plus comme ça ou moins comme ça? Et si, par exemple, je me disais, ben, peut-être que les décennies ou les années, ou peu importe le temps qui me reste à vivre dans cette vie-ci, est-ce que je peux imaginer, par exemple, ne plus procrastiner, ou beaucoup moins, et avoir cet accomplissement de me dire, moi, je m'aimerais davantage dans une formule où je fais plus ce que je viens de faire depuis 1 an ou 2, laisser les trucs traîner, puis c'est toujours à gérer ce sentiment d'un fardeau, de dire, j'en ai beaucoup, j'ai ça à faire, j'ai pas fait ça. C'est une petite chose, hein, c'est vraiment insignifiant comme aspect de vie, mais c'est un exemple pour dire qu'on peut changer et vivre sans ça. Et pour moi, je me dis, ça, ce sera déjà une bonne amélioration. Alors là, je suis à la guerre. Vous pouvez m'écrire des courriels, c'est très bien, mais sachez, je vais les regarder comme les moustiques qui rentrent dans la rue, dans la maison. Puis mon but, c'est vite de les éliminer. Et là, pour essayer de garder une boîte de courriels assez vide, je me suis rendu compte qu'il ne faut surtout pas les laisser s'accumuler, mais il faut vraiment les régler vite. Et là, je suis à la chasse aux courriels. C'est comme, il y en a 8. Non, on recommence pas le truc, là. Parce que de 8, ça devient 80, puis 800, puis 8000, puis t'es rendu le 31 décembre 2018, puis tu te dis, non, pas encore. Alors, changer des aspects de sa vie, changer des aspects de soi, c'est pas évident, mais l'exercice ferait de dire, avant de parler de croire en soi, de se dire, est-ce qu'il y a un soi, un moi, que j'aimerais devenir, en fait, qui serait un aspect ou une façon d'être
dont je serais plus fier, que j'aimerais davantage, puis je me dirais, ben ça, c'est peut-être plus comme ça que j'aimerais vivre ma vie. J'ai souvent mentionné un aspect qui était un peu bizarre chez moi, jeune. On avait un baron dans notre famille, donc j'ai souvent parlé de ce baron-là. Je serais tellement curieux de le rencontrer aujourd'hui, mais ça reste une image très floue dans ma tête. Que quand j'étais très très jeune, il y avait un baron quelque part que ma mère connaissait. Puis souvent, j'ai voulu être un baron. Ça a été vraiment mon fantasme. Je voulais être baron. Tu sais, je me disais, ah, ça c'est la belle vie. Tu travailles pas, tu as de l'argent, tu as des beaux chiens, tu as un château. Puis ça me paraissait super comme vie. Puis je disais, pourquoi je ne serais pas baron? Ce serait bien ça d'être baron. Et j'ai beaucoup fantasmé, honnêtement, je vous le jure, sur la notion d'être cette espèce de noble. Tu sais, une belle vie. Puis quand je voyais des films, en France, on a beaucoup de films quand même avec l'ancienne monarchie, puis on a des films à Versailles, puis tout ça. J'aimais beaucoup ça. Moi, je trouvais ça, c'est mignon. C'est bon, un peu de dorure excessive, mais quand même, on pourrait repeindre ça avec un peu d'Ikea. Tu sais, tu mets Ikea dans Versailles, puis c'est bon, c'est un beau mélange. Mais je me disais, j'aimerais ça vivre une vie. Et puis c'était pas tant la richesse matérielle qui m'intéressait, pas du tout. C'était vraiment la notion de finesse, d'esprit, de culture, de simplement dire que ma préoccupation dans la vie, là, c'est d'explorer les cultures, les consciences, les pensées, la poésie, la musique. Bon, je me suis vite rendu compte que ça payait pas beaucoup d'être baron, et qu'à moins d'avoir une rente quelque part, techniquement, ça marchait pas mon truc. Et là, il fallu s'astreindre à passer mon bac, comme tout le monde, malheureusement. Il a fallu passer le bac et autres. Mais il y a toujours eu cette espèce de notion, qu'est-ce que j'aimerais être, vraiment comme individu. Après, ça s'est transformé, bon, une fois le compte en banque mis à jour. Bon, si c'est pas baron, est-ce que ça pourrait être un espèce de vieux sage? Tu sais, quelqu'un qui a, en vieillissant, acquis vraiment une personnalité fabuleuse, de grande sagesse. Alors, je refaçonne, je pense, régulièrement, l'image de ce qui s'en vient, ou ce que j'aimerais qu'il s'en vienne. Oui, il était bon, lui, ou non? Il était bon. Il était bon. Il était bon. OK. Celui qui a écrit le livre de l'esprit des lois. Ah, tu nous en avais parlé il y a quelques semaines. Et oui, mais c'était pas moi. C'était l'autre, le voisin, l'ami de ma mère, peut-être. Et donc, il y a ces images qui nous viennent, et la question, c'est pour ça que je vous la pose, c'est, et vous, ce serait quoi votre fantasme spirituel, humain, social? Comment est-ce qu'on se verrait dans une définition de soi, ou une démonstration de soi qui nous fasse dire ça, ça c'est ça que j'aimerais être davantage. Et pour être davantage ça, qu'est-ce que je dois être moins? Parce que d'après moi, il y a les deux qui vont de pair. Et on a des défauts, on a des faiblesses, des vices, comme on a souvent dit, qui nous empêchent d'être meilleur, d'être plus noble, plus ceci, plus cela, non? Est-ce que ça vous paraît facile à identifier, à mettre le doigt dessus? Et la question que je vous poserai, c'est, est-ce qu'il y a un bouton d'intensification sur votre visuel? Est-ce que vous pouvez l'intensifier? Ça peut aller jusqu'où? Et la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant de se poser cette question, c'est parce que s'il faut que je croie en quelque chose, c'est peut-être en cette vision de soi qui n'est pas celle que j'ai aujourd'hui, mais celle que j'aimerais devenir peut-être. Et peut-être c'est en celle-là que je devrais me poser la question, est-ce que j'y crois en celle-là? Parce que si on n'y croit pas, ça va être encore plus dur de le devenir. Non? Moi, j'ai toujours aimé, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes passionnés des biographies ou des documentaires sur des individus qui ont réussi. Moi, je trouve ça toujours fascinant de voir, on voit souvent plusieurs des grandes chanteuses noires, Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday. Elles ont toutes des histoires communes. Edith Piaf. Vous avez vu le documentaire Piaf? C'est fascinant, cette vie, Brel. Ce sont tous des gens qui ont des phénomènes de scène, ce sont des
des gens d'un talent indéniable. Ce sont des gens qui ont inspiré des millions de personnes dans leur vie, quoi. Mais le parcours qu'ils ont, c'est quelque chose, non? Quand Ella Fitzgerald avait des dépressions nerveuses, elle voulait être actrice, une des grandes chanteuses, on dit que c'est une des plus grandes voix du jazz au monde, et que elle voulait appartenir à une chorale, et parce qu'elle était noire, on l'a empêchée de chanter. Elle a voulu passer un examen d'entrée dans une école, on lui a refusé parce qu'elle était noire. Pareil pour Nina Simone, Billie Holiday. Mais elle avait cette vision qu'elle pouvait chanter. Puis elle voyait des foules, puis elle avait une vision d'elle. Puis je pense que cette vision, elle disait ça, j'aime. C'est ça que j'aime. Et toutes ces femmes-là et ces hommes-là, d'après moi, ont cru en eux, quelque part. Ils ont douté, c'est sûr, parce que tout leur faisait douter. Mais il y avait toujours cette voix intérieure, je pense, qui devait leur dire, non, il y a quelque chose de grand, c'est là, c'est juste devant toi. Et je pense que autant leur talent était important, mais sans cette croyance en ce qu'ils pouvaient devenir, je ne suis pas certain qu'ils le seraient devenus. Et ils avaient cette espèce d'énergie qui les amenait vers cette notion de croire en ce qu'ils pouvaient devenir. Moi, quand j'ai commencé il y a plusieurs années avec le Raja Yoga, j'étais juste vraiment au départ vouloir se concentrer un peu mieux. J'étais très paresseux, donc mon seul but, c'était de méditer, parce que je trouvais ça assez cool. Puis c'était à la mode, c'était cheveux longs, on sentait bizarre, puis on méditait, puis c'était normal, c'était comme ça. On mangeait beaucoup de flocons d'avoine, et puis du riz basmati. Et c'était un peu les années 70. Mais l'idée de devenir quelqu'un de bon, spirituel, bienveillant, aider les autres, ça, non, c'était pas du tout les objectifs. Si je pouvais juste être un peu baba cool, méditer, puis me permettre, grâce à la méditation, d'avoir moins à travailler, moins à étudier surtout, ça, ce serait bon. Je pensais que la méditation, avec la concentration, allait m'amener à pouvoir regarder un livre sans l'ouvrir. J'ai tout compris, c'est bon. Honnêtement, je vous jure, c'était ça mes croyances. Moi, il y a des pouvoirs surnaturels, ça existe. Le cerveau doit être capable de faire ça. Mais ma seule motivation, c'était la paresse. Je voulais pas lire le livre puis l'apprendre. Je trouvais ça trop compliqué. Puis mes examens, moi, j'ai toujours étudié la veille de l'examen, des choses comme ça. Puis on m'a fait comprendre que, c'était pas tout à fait le bon yoga, là, que j'étais. C'était pas tout à fait cette méditation. Et que c'était pas le but du tout de l'opération, en fait. Et quand j'ai compris qu'il fallait se purifier, puis éliminer tous ses défauts, puis devenir un saint, c'était pas du tout le baron, je veux bien, mais le saint, non, ça c'est pas. Ma mère, elle avait aucun copain qui était saint, donc c'était pas dans mes objectifs du tout. Et puis en fait, après de nombreuses années d'études, on se rend compte que, c'est ça, on se voit tout à coup faire des choix pour le reste de notre vie, puis de se dire dans quoi je vais investir pour le reste de ma vie. Et encore aujourd'hui, il y a des jours, je peux admettre que quand on remet en question, on dit j'ai-tu fait le bon choix? J'aurais peut-être dû mettre l'accent sur autre chose, la famille, la carrière et autres. Puis souvent je dis non, je pense que j'ai besoin de ça parce qu'en fait je veux beaucoup plus de bonheur dans ma vie, puis beaucoup moins de sentiment de limitation. Parce que je trouve qu'il est vraiment ce que j'aimerais en moins beaucoup, c'est ce sentiment d'être limité, c'est ça, de ne pas avoir accès à tout ce à quoi l'être humain peut avoir accès. Et je reviens souvent là-dessus. Pour moi, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a un gradateur? Je trouve que cette capacité, par exemple, d'être performant d'un point de vue spirituel. Je pense que vous avez tous vécu sûrement des journées dans lesquelles on a beaucoup de choses à faire, mais on est super cool. Puis on est comme un observateur, on voit ça, tout se fait, puis on joue avec une synchronicité fabuleuse. Les choses se produisent à moitié toutes seules. On sait qu'il ne faut pas dérailler. Là. C'est juste que quand tu es dans un TGV, là, un train à grande vitesse, là, il ne faut pas dérailler. Il faut vraiment faire attention juste à rester sur les rails. Mais tout va vite. Sauf que dans notre tête, ça ne va pas vite du tout. Puis c'est très cool, c'est très bien. On sent qu'on est absolument en contrôle. Et que mieux que ça,
dans chaque moment, chaque événement, en tout cas moi, c'est ce que je ressens des fois, c'est qu'il y a une force intérieure qui vient donner un plus à ce que j'avais prévu. Puis tu te dis, wow, c'était bon, c'était bien, ça marche. Tu sais, j'aime beaucoup les comparaisons, bien sûr, avec le tennis. Moi, je trouve qu'au tennis, ce qui est fabuleux, c'est que c'est la même raquette, les mêmes balles, le même terrain. Puis un jour, tu joues super bien, tu as l'impression d'être Dieu Federer, puis tu te dis, wow. Puis tu es en transe, et tu finis à 1 heure, là, tu te dis, my God. Vraiment, my God. Tu sais, je pense que j'étais possédé à ce moment-là, mais ça, on ne le sait pas. Un ancien joueur a dû rentrer en moi, mais je m'en suis pas rendu compte. On joue super bien. Le lendemain, même raquette, même terrain. Mais alors là, vraiment, ils ont soit augmenté la taille du filet, changé les lignes, c'est sûr qu'il y a quelque chose, mais on joue super mal. Puis comment ça se fait? C'est le sport est comme ça. Ce sport-là, il est comme ça. Même les plus grands, ils réussissent presque tout le tournoi, puis il y a un match, étrangement, un petit truc qui marche pas, puis ça marche pas. Et la vie, je pense qu'on est un peu comme ça. Il y a des jours, tout va bien, on performe, ça marche, on est au-dessus de nos affaires, comme on dit, puis c'est bon, là. Puis le lendemain, c'est comme il y a un complot, tout va mal. Mais vraiment, tout va mal. Tu attaches ta chemise, le bouton casse, tu bois du café, ça tombe sur la chemise, c'est évidemment la chemise qui est le problème. Après, ouais, il y a ça qui déraille. Et pourtant, on se dit, bon, ben, on fait quoi avec ça? Alors je pense qu'on est tous un peu comme ça. Mais on peut s'imaginer de se dire, est-ce que je peux penser à une façon d'être dans laquelle un jour, les autres et moi peut-être aussi, on est obligé de reconnaître que, disons, maintenant, tu es toujours assez au-dessus de tout, tu arrives à avoir une énergie assez constante, beaucoup plus forte, plus permanente, hein? Federer, jusqu'à sa retraite. Mais il est comme ça, lui, en ce moment, il est un miracle humain. Est-ce qu'on s'imaginerait comme ça? Est-ce qu'on croit en ça? Puisqu'on est même capable de perfectionner notre image. Si on devait se créer un temple en son nom, seriez-vous intéressé à faire un temple à votre nom? Vous metteriez qui dedans? Vous, mais sous quelle forme? Et donc, l'idée qu'on se fait de soi, notre soi amélioré, notre soi réalisé, notre soi plein potentiel, il ressemble vraiment à quoi? Et moi, je pense que c'est ça notre grand dilemme quand on dit « connais-toi toi-même », c'est trop abstrait comme question. C'est quel toi tu veux connaître? Le toi du moment présent ou le toi que tu vas devenir? C'est de quel soi qu'on pense, auquel on pense. Et je trouve pour moi que la motivation dans la méditation fait appel à ce soi qui est devant nous, parce que si on n'a pas d'objectif, c'est très difficile de progresser. Puis si l'objectif est flou, de dire « je veux juste être meilleur », c'est très flou. Tu sais, c'est quelqu'un aux études qui dit « moi, mon seul but avec l'examen, c'est d'être meilleur », c'est bon. Mais si celui d'à côté il dit « non, hein, mon but, c'est être premier de classe avec mention honneur, là, ça c'est mon but », leurs motivations ne leur feront pas faire les mêmes choses. Et tous les grands dont je parlais tout à l'heure, quand les gens veulent être numéro 1 dans un sport, ils l'ont souvent prémédité. C'est très rare, moi je trouve des champions qui disent « hey, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai eu une médaille d'or, écoute, c'était cool. » Je pensais même pas, sauf Federer, lui, il est entré dans un tournoi en se disant « si je peux juste faire le premier match, tellement il y avait mal partout. » Puis il a gagné le tournoi, donc ça c'était exceptionnel. Mais généralement, j'ai entendu beaucoup d'entrevues avec même des premiers ministres qui disent, très jeunes, ils ont eu l'idée qu'un jour, ils seraient peut-être premier ministre. Ne pense pas que tu deviens premier ministre par accident. Tu as pensé un jour, très jeune. C'est peut-être pas le nom premier ministre qui était là, mais c'était peut-être, je vais avoir un impact sur le monde. Je vais avoir une influence, ou je vais avoir un poste d'influence sur le monde. C'est sûr que ça leur trotte en tête à un moment donné ou à un autre. Alors, ça peut venir tout seul, ce genre de pensée, tiens, je veux devenir baron, ou on peut en créer des pensées comme ça. Et moi, je pense que chacun a en soi un soi meilleur, qui n'attend qu'une chose pour être révélé, c'est qu'on croit en lui.
C'est-à-dire qu'on lui donne une forme, qu'on le fasse vivre déjà devant nous. Nous, on a dans le Raja Yoga une formule qui dit que chaque être a en soi son côté humain, son côté spirituel et son côté divin. Et ce qu'on essaye de formuler régulièrement, c'est la vision de ma forme plus spirituelle, qu'on appelle des fois angélique, ou c'est plus lumineuse, vraiment le bien, la bonté totale. Tu sais. Les gens vous font du mal, puis tu es en silence, puis tu réponds avec les plus grands sentiments humains de pardon, de compassion, etc. Voilà. C'est un ange. Les gens vont dire, lui, c'est un ange. Il ne connaît pas le mal, il ne se met jamais en colère, il est toujours doux. Moi, j'ai un collègue de travail, je vous jure, c'est un ange. Il est tellement... il est comme ça. C'est toujours la bonté naturelle incarnée. Tu sais, ça déborde de bonté incarnée. On dit, les gens vont dire, c'est un ange. Non? Et on a tous, je pense, en nous, capacité d'être comme ça. Mais on ne le voit pas souvent. Et la divinité, c'est plus le côté de souveraineté sur soi. Celui qui est capable d'avoir une puissance, un lien avec Dieu ou avec une force vraiment très puissante et de se dire, moi j'arrive à maîtriser qui je suis, ce que je fais, ce que je dis. Et cette maîtrise inspire les autres à vouloir aussi s'améliorer. Ça, on appelle plus ça, c'est la divinité un peu. C'est pas tant la douceur que la puissance, vraiment l'expérience de la puissance. Et nous, on a plein de programmes dans le Raja Yoga dans lesquels on essaye de visualiser ces formes-là. On essaie de se visualiser dans notre forme bienveillante ou dans notre forme plus comme souverain, divin, vraiment d'accomplissement. Et ça aide énormément parce que si on les nourrit pas, si on voit pas ces potentiels, eh bien on leur donne pas la chance de nous motiver à le devenir. Si on ne fait que voir, par exemple, ah, j'étais fatigué aujourd'hui, ah, ça a mal été, ah, c'était pas bien, ah, puis, ah, ça m'énerve cette situation. On projette encore plus de mal-être, on se projette encore plus dans notre forme défectueuse, ce qui est tout à fait normal des fois, surtout quand on fait des erreurs ou qu'on dit des choses un peu de travers, puis le soir on dit oh bon, c'était pas top, hein, j'aurais pu le dire autrement, j'aurais pu faire autrement. Mais là on renforce notre image négative. Quand des gens nous reprochent des choses, c'est comme si on voyait le mal-être, la forme dont on aimerait être moins, mais on lui donne du pouvoir. Et c'est là où on a, je pense, un besoin en méditation de faire éveiller davantage l'être en qui on veut croire. Et ça, c'est la beauté de ce qu'on peut accomplir en méditation, c'est de donner un espace à ça. Alors, si je repose la même question qu'au début, comment est-ce qu'on décrirait, ou comment est-ce que vous arriveriez à décrire votre apparence? Puis ce qui est le fun, c'est de vous voir dans votre corps physique, là, très concret, là, habillé comme ça, peut-être pas avec le châle blanc, là, mais comment est-ce à quoi on ressemble dans des circonstances très particulières? Ceux qui sont en famille, qui vivent en famille, imaginez-vous aujourd'hui dans la famille, performer, hein? Imaginez-vous le meilleur soi dans la famille. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il a plus de quelque chose ou moins de quelque chose? Ceux qui ont un milieu professionnel, qui sont très axés sur très occupés par une profession quotidienne. À quoi ressemble le moi aujourd'hui? Puis à quoi ressemblerait un moi plus? Il y a eu la visite du baron, du saint, du sage et du grand sportif numéro 1 mondial et du premier ministre, puis vous avez eu un petit coaching avec tous ces gens-là. Alors, vous ressemblez à quoi au travail après votre coaching? Qu'est-ce qui caractériserait le moi idéal ou meilleur juste au travail? Il a quoi? Plus de quelque chose ou moins de quelque chose? Et le soi par rapport à soi, tout seul chez vous, quand on est seul avec soi-même, à quoi on ressemble? Comment on se parle quand on est seul? Alors, je reviens encore au tennis, là, mais au tennis, un des secrets, c'est comment on se parle quand on joue, ou quand on fait une activité ou un sport.
Si vous regardez les gens qui jouent au tennis, eux, ils se parlent très fort, des fois. C'est à la limite de la maladie mentale, mais apparemment, c'est tout à fait normal. Et ils se parlent tout seuls. Tu sais, Andy Murray, ceux qui connaissent le tennis, lui, il rentre sur le terrain, puis il se parle pendant 3-4 heures. Blablabla, bla, 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 ça va, tu... Mais apparemment, c'est très important. Et moi, je le fais, au début, je n'osais pas. Et maintenant, je sais qu'il faut que je me parle au tennis, parce que faut se parler positivement. Non, t'es capable, tu fais ça bien, ouais, t'es bon, c'est bien, tu sais, j'ai pas de coach, moi, j'ai pas les moyens, mais je deviens mon propre coach. Et la différence, c'est le jour et la nuit. Parce que c'est vraiment mental. Comment est-ce que je me parle? Quand je suis tout seul à la maison, comment on se parle tout seul? Avez-vous remarqué, êtes-vous capable d'identifier la nature de votre relation avec vous-même? Si je vous demandais la nature de votre relation avec quelqu'un d'autre, votre épouse, votre époux, votre enfant, votre boss, je suis sûr que pour tout individu, en 5 secondes, vous pouvez me dire comment se caractérise la relation avec cet individu, non? Vous pouvez tout dire, ah, c'est bon, on se respecte, on est bon. Quand vous parlez, ça ressemble à quoi? Ah, on commère beaucoup, ou on se parle pas, ou whatever. C'est clair, non? La relation avec soi-même. Est-ce que c'est aussi clair? Est-ce qu'en général, vous vous encouragez ou vous vous blâmez pour tout? Vous êtes toutes mêlées, vous savez pas. Est-ce que vous vous dites des choses super sympas? Ouais. Ouais, c'est bon, c'est pas bon. Sans devenir narcissique non plus. Ouais. C'est intéressant de se poser cette question. Est-ce qu'il y a une version encore meilleure de comment on serait avec soi-même? Inspirer les autres à être pareils. C'est ça, ouais. Transmettre, en fait, ce dont on profite aux autres, tout à fait. Mais moi, je trouve ça passionnant, la relation avec soi-même. De se surprendre, des fois, à la maison, tout seul, dans ces moments de force ou de faiblesse. C'est-à-dire, si on va aider l'autre, c'est important de se voir de façon détachée faire ça. Tu sais, des fois, les gens vont dire à une autre personne, hey, t'es courageuse hein, quand même. Puis on va dire, bon, j'ai pas pensé, mais je trouve que j'ai courage. Ah bon, ok, cool. L'autre le voit, mais pas soi-même. Donc pourquoi d'autres vont être séduits, vont être inspirés par mon courage? Puis moi, mon courage, je le vis comme hey, c'est difficile, puis ça me tente pas, puis mais je le fais pareil. Alors c'est perçu comme un courage et pourtant c'est pas vécu comme le courage. C'est dommage. Alors qu'il suffirait de se voir de l'extérieur pour se dire j'ai quand même courageux. Moi des fois j'admets, je me dis je suis bon quand même. Je me dis c'est quand même correct de ma part d'avoir pensé ça ou d'avoir fait ça. Puis j'ose me le dire des fois conscient que je veux pas être égo, je veux pas avoir de l'arrogance ou de l'orgueil ou quoi que ça, mais parce que j'estime que c'est important de se le dire. Hier, j'arrivais, je sais pas si c'est un exemple, mais j'arrivais, puis j'étais un peu pressé, il y avait beaucoup de choses, j'avais vraiment un horaire assez chargé, puis j'arrive, puis j'avais calculé que tout fonctionnait bien, que ça me donnait juste un petit 5 minutes de marge de manœuvre à la maison avant la prochaine activité. Puis, c'était très dur à se garer hier. Puis, je vois une personne qui, là, de toutes les danses, la voiture est un peu coincée dans la glace. Puis là, j'ai l'option, ben, ouais, tu peux aller l'aider, simplement, essayer de pousser, c'est alors une grosse voiture. Puis là, j'ai possiblement un problème de dos. Mais bon, je peux là, ça va me retarder. Si je fais ça, ben là, ça me prive certainement d'un petit moment. En tout cas, toute ma tête est en train de calculer. Tu sais, puis je t'ai rendu loin dans ma dissertation. Est-ce que je vais me sentir mieux si je le fais pas? Si je le fais, je vais être coupable. Hey, arrête donc, là. J'ai posé mon truc. J'ai vu ma fille, puis j'ai dit, écoute donc, t'es prise ou quoi? Elle a dû me trouver comme, ok, ça va, c'est gentil. Je pense que je voulais m'aider moi-même plus qu'aider l'autre personne. Mais ce que j'ai aimé, c'est de voir que je peux pas vivre bien face à un problème chez un autre. Tu sais, je vais devoir régler ça dans ma tête à un moment donné ou à un autre. Je l'aide pas, pourquoi, puis être bien avec moi-même.
Puis j'ai essayé, mais malheureusement, c'était vraiment trop... non, j'étais très optimiste, mais là, ça m'aurait pris pouvoir de Batman, de Superman pour... C'était vraiment pogné. Mais bon, moi, ma seule idée, c'était au moins de la rendre de bonne humeur, parce qu'elle était vraiment pas contente. Puis elle devait attendre, tout le monde attendait après les remorqueuses. Alors, j'ai utilisé plutôt de l'humour, puis une sorte de bêtise qui me venait à l'esprit, pour au moins la divertir. Puis bon, je vais pas sortir de la neige, mais au moins peut-être moins découragé de la vie maintenant qu'avant. Mais après, je m'observais, tu sais, puis je me disais, hey, t'es compliqué, toi, des fois. T'aurais gagné 5 minutes à juste, parce que j'étais quand même parti là, j'hésitais, bon, je retourne voir la ruelle, je repars, finalement j'y vais. Tu sais, c'était compliqué dans ma tête, le concept. Et dans ce sens-là, je me disais, c'est quoi ma relation avec moi-même? Tu sais, où t'as une bipolarité tout à coup, où tu veux aider, mais en même temps, tu veux être performant dans... Non, t'as dit telle heure, tu fais ça, là. Mais là, faut sortir de son horaire. Et c'est là que je trouve important l'idée de s'observer puis se dire, c'est comment je me parle. Est-ce que je suis bon avec moi-même? Est-ce que je m'encourage? Est-ce que je me reproche des choses? Est-ce que j'évite de voir des choses en moi? Est-ce qu'il y a des choses dont je ne veux pas parler avec moi-même? C'est bizarre, hein? Je pense qu'on a tous des sujets qu'on n'aime pas aborder avec soi-même. Comme on a des sujets qu'on n'aime pas aborder avec nos parents ou avec d'autres. Je pense qu'avec soi-même, il y a des sujets qui nous plaisent pas. On n'a peut-être pas envie d'aborder ça. Alors, dans ce sens-là, avec moi-même, est-ce qu'il y a une autre formule qui me ferait plus de bien? Et ce serait quoi? Plus de quelque chose ou moins de quelque chose? Alors, c'est un peu l'exercice que je pensais articuler ce soir sur un concept tout simple pour dire vraiment, en fait, en qui je crois. Et si on ose croire en un soi vraiment meilleur, ben c'est de vérifier ensuite comment, en articulant, en nourrissant, en affermissant cette croyance, comment ça se traduit concrètement ensuite dans ma relation avec l'autre, dans ma relation avec moi-même, dans ma performance au travail. Puis de voir que c'est en fait peut-être la source même d'une vraie transformation. Si j'essaye d'être meilleur au travail, en me forçant à être meilleur, moi je pense que c'est plus difficile que de tomber en amour avec mon meilleur soi, puis de laisser le meilleur soi faire l'amélioration. Il va le faire tout seul. Et encore une fois au tennis, moi des fois c'était ça la plus grande leçon que mon prof m'avait donnée, c'était je râlais parce qu'un mouvement ne marchait pas, puis je l'envoyais toujours à côté. Puis moi, je me demandais comment je peux forcer la balle à aller là. Je ne comprends pas. Il y a toujours un filet, il se met devant. Là. Puis il m'a dit, c'est pas ton corps, il sait tout faire ça. Là. Tu sais, tout est là. Ton problème, il n'est pas là, il est là. Il dit, qu'est-ce que tu visualises avant de frapper la balle? J'ai pas le temps. La balle, elle vient tellement vite. Tu sais, j'ai pas un cinéma au ralenti dans ma tête, là. Il dit, non. Avant de frapper la balle, tu devrais la voir déjà bien arriver comme une balle victorieuse avec la bonne courbe, la bonne vitesse, le bon effet à l'endroit précis. Puis toi, tu vois ça, là, tout ça, la balle arrive à 150 km/h, puis avant de la frapper, c'est sûr, essaye. Et ça a été ça, ma plus belle progression dans le sport. Ça n'a pas été de travailler le mouvement, pourtant on croirait que c'est ça le truc, mais ça a été de travailler mon mental dans le jeu. Et de me rendre compte qu'il avait tout à fait raison. C'est que si je laisse mon cerveau visualiser l'arc de la balle, le lieu exact où elle va aller, je donne 90% de chance à mon corps de le faire. Il va le faire inconsciemment. Mais il faut que ce qui est conscient, ce soit la pensée. Alors qu'avant, souvent, la balle venait tellement vite que je me disais, il va vite celle-là. Puis c'est tout ce que tu t'es dit. Ben, c'est sûr, ça donne rien. Alors, je dis pas que je suis meilleur au tennis vraiment, mais j'ai amélioré certaines choses. Mais au moins, je vois l'effet de l'esprit sur le corps. Et pour moi, ça nourrit la même idée que si je me vois meilleur et que je crois en un moi meilleur, je pense que je vais déjà l'être 10 fois plus facilement que si je me force à être meilleur parce qu'on me le dit qu'il faut être meilleur ou parce que j'ai lu dans des livres c'est bien d'être comme ça puis j'essaye d'être comme ça.
Mais j'ai pas pris le temps de me voir, moi, le Dieu dans son temple que je vénère. Hey, t'es super. Ben, faut y croire en ce Dieu-là. Et nous, on dit, on est tous... moi, ça m'est revenu aujourd'hui, quelqu'un me parlait de la visite du pape Jean-Paul II à Toronto je sais plus, en 98 peut-être, je sais plus. En tout cas, il est venu il y a longtemps. Et les jeunesses, la journée des jeunesses mondiales. Et il avait dit à tous les jeunes, moi j'avais trouvé ça très sympa de sa part, il a dit, mais c'est vous les saints du futur. Parce qu'on sait qu'ils aiment beaucoup collectionner les saints chez les catholiques. Alors il disait, mais c'est vous les saints du futur. Puis ça, je me disais, ils sont 800 000 là devant lui. Combien, sur les 800 000, vont prendre cette pensée, puis on dit, hey, ben c'est peut-être moi. C'est juste une pensée, là. Mais techniquement, il a raison, parce que les saints, ce sont des gens qui ont vécu, qui ont, frère André ou autres, puis qui ont fait des grandes vies, puis qui ensuite vont être déclarés saints. Mais les jeunes de 18 ans, ils ne peuvent pas le savoir encore. Et que lui projette cette notion. Je me demandais combien ont cru en ça. Combien ont accepté cette idée en disant, moi j'y crois, je suis un saint du futur. C'est le fun quand tu te présentes, si tu mets ça sur ton CV, surtout, ça fait super bien. Aujourd'hui, je suis pas grand-chose, mais bientôt, je serai un saint. Tu sais, c'est déjà, ça affirme un peu ta confiance en toi, puis moi, je trouve que ça fait très bien. Moi, je crois en ça sur les CV, c'est très convaincant. Alors, qui je serai? C'est qui je vais devenir? Est-ce que j'y crois? Et on a tous une forme de divinité, comme je disais tout à l'heure. Il y a une divinité en nous. Mais est-ce qu'on l'a vue? Est-ce qu'elle se manifeste? Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'on y croit? C'est un peu ça, je pense, toute la démarche spirituelle. Et là où ce qu'on fait en méditation, c'est des fois de se dire, de se vider l'esprit, puis ensuite de laisser aller toutes les valeurs humaines qu'on aime, puis les laisser s'amplifier. Mais je dirais, ce qu'il faut juste faire après, c'est de les personnifier avec nous comme personnages dans notre vie. Ça ressemble à quoi? Et donc, nous, avec beaucoup plus d'amour pour les autres, ça ressemble à quoi? Je commence dans une famille, avec mes mêmes parents, enfants, frères et sœurs, peu importe. Je ressemble à quoi dans la même relation de couple? C'est quoi à quoi je ressemble quand j'ai juste augmenté amour, respect peut-être, patience. Tu sais, ceux qui sont en couple, faites votre petite liste d'épicerie, là. Qu'est-ce qui serait bon d'avoir en plus par rapport à l'autre couple, à l'autre du couple? Plus de patience, plus de tolérance, plus de respect, plus d'appréciation, plus de gratitude. Qu'est-ce qu'on veut augmenter? Puis qu'est-ce qu'on veut diminuer? Jugement, colère, jalousie, attente, expectative. Qu'est-ce qu'on diminue, qu'est-ce qu'on augmente? Les boutons sont là, hein. Il n'y a pas de raison. Personne ne peut dire « Oh, mais non, mais si tu le connaissais, tu verras que c'est pas possible. » Non, 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 non. Il n'y a aucune excuse. Peu importe l'autre dans le couple, les boutons sont là. Tout se tolère. L'intolérable se tolère. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais on peut tolérer. Mais on peut aussi augmenter le bouton de respect de soi. Donc, ça va vouloir dire, je vais dire à l'autre, regarde, ça, ce comportement, ça marche pas. Parce que je me respecte. Mais je peux quand même tolérer. Vous voyez? Donc, tous les boutons sont là. Est-ce qu'on a projeté ce à quoi on ressemble quand on joue avec ça? C'est le simple exercice que j'essaye de faire. Et honnêtement, que je fais souvent dans ma vie. Souvent, quand je reviens du travail, puis que je trouve que la journée était vraiment ordinaire, tu sais, ou... L'autre jour, on a une discussion, puis quelqu'un me disait « Ah, Eric, de toute façon, quand il y a une idée, on le sait, hein? » Qu'est-ce qu'il veut dire? Voudrais-tu dire que je suis breton par hasard? Ouais, pardon, que je suis têtu. Et là, j'ai demandé à un collègue, j'ai dit, dans la discussion qu'on a eue, est-ce que j'avais l'air obstiné, etc. Il me dit non, mais tu avais l'air quand même déterminé dans ta pensée. J'ai dit ah ouais. Tu vois, moi, je le vois pas vraiment, quoi. Je vois que j'exprime mon point de vue. J'ai les alarmes déjà allumées sur sois respectueux, te mets pas en colère,
insiste pas, j'ai mes petits drapeaux rouges, mais ça m'a vraiment frappé quand ils m'ont dit ça, en me disant, ah, tu sais, même sous l'angle on dit toujours, avec un peu de plaisanterie, ça a toujours du vrai. Puis que le patron me dit ça en me disant, Eric, lui, quand il y a une idée, on le sait. C'est-tu bon? C'était un compliment hein, qu'il me fait ou c'était un reproche? Comment je devrais le prendre? Je fais quoi avec ça exactement? Mais, bon, un côté pourrait se dire, bah voyons, non, l'autre côté, c'est merci de me dire, ah, ok, il y a un petit bouton que je pourrais peut-être ajouter quelque part. Ça prend sûrement plus de et moins de quelque part. Mais je me disais, ben, il y a sûrement au travail une façon d'être encore meilleur, c'est sûr. Et ça m'a vraiment interpellé de me dire, ok, donc... et c'est pas que c'est bien d'être meilleur dans ce cas-là, par exemple, juste pour le fait d'être meilleur. Parce que je me rendais compte quand il dit ça, c'est qu'en fait, souvent mes idées, quand je suis têtu, puis un peu, je m'obstine, c'est moi qui suis peut-être pas très bien avec ça. Après, je suis souvent frustré. Puis après, j'aurais tendance à dire, il comprend vraiment pas. Il est vraiment débile, l'autre, il comprend pas. Ah ouais. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, donc il est débile. C'est ça l'équation. Parce que c'est ça qu'on dit, en fait. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. Non, il a très bien compris. Il est juste pas d'accord. Puis t'as peut-être tort, Eric. Point à la ligne. Tu es capable de vivre avec le fait d'avoir tort. Tu sais, ça existe. Et ça, pour moi, c'est vraiment... je me dis, OK, il y a matière. OK, il y a du travail à faire. Là. OK, je viens de trouver un petit placard. Là, il faut nettoyer ce qu'il y a dedans. Et c'est pas désagréable. Mais plutôt que de me forcer à être moins têtu dans la prochaine discussion, je pense que je veux faire davantage l'effort au départ de me dire à quoi je ressemble, qu'est-ce que j'ai en plus qui fait que j'ai plus envie d'argumenter comme ça ou que j'ai plus envie d'imposer mes idées. Vous voyez la différence? Plutôt que de me dire qu'est-ce que c'est de juste ne pas argumenter, puis peut-être me taire juste après 5 minutes, non. Est-ce que c'est plus d'humilité qui va faire que, ou plus d'ouverture, peut-être j'ai besoin d'écouter plus les autres, d'avoir la conviction que le meilleur moi, il parle 2 fois moins, il écoute 2 fois plus. Mais quand il parle, c'est 2 fois plus intéressant. C'est ça la formule, il faut que je la voie, il faut que j'y croie. Et c'est à elle que en qui je dois croire, pour qu'après, quand je suis dans la même situation, je ne sois pas seulement en train de me dire « Eric, je suis pas juste avec des freins, puis des refoulements, en fait, de mon breton intérieur qui veut juste avoir la tête dure, puis dire « Non, c'est moi qui ai raison. » Puis au lieu de juste freiner ça, ben, plutôt d'être dans la même situation, mais d'être inspiré par la volonté d'être ce saint ou ce sage que j'ai finalement identifié en me disant « Ah, non, j'écoute 2 fois plus, je parle 2 fois moins, j'ai 2 fois plus d'impact. » C'est ça ma nouvelle formule, puis là je viens de la trouver en vous parlant. Je le dis, mercredi soir, c'est de la thérapie pour moi, c'est très bien. Je me parle à moi-même, en fait. Mais c'est intéressant pour moi, ça. Je me dis, OK, tiens, on vient de trouver un Eric un petit peu meilleur au travail. Je vais leur demander demain si ça ferait leur affaire aussi. Mais pourquoi pas? Et je pense qu'on peut appliquer ça à bien des sujets aussi. Hein. À quoi je ressemble quand je suis plus comme ça ou moins comme ça? Est-ce que je crois en ça? Je pense que vous avez compris la formule. Je vais vous laisser faire votre propre réflexion. Bon, c'est vrai, au travail. Tout le monde va aller au travail demain. Quand j'exprime mes idées, est-ce que j'ai l'air têtu ou pas? Il y en a d'autres, ils n'ont pas l'air têtus, ils ont toujours l'air très confus. Peut-être c'est un autre aspect à travailler. Tu sais. Chacun a son propre scénario à gérer. Est-ce que c'est clair ou il y a plein de commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, comme toujours, c'est bien de terminer avec une bonne méditation. J'essaie de vous verbaliser certaines idées. Puis je vous encourage, on va faire exactement ça, hein, méditation. Donc, je vais parler, je vais essayer de ne pas être trop têtu et pas trop vous imposer mes idées. Mais l'important, c'est surtout ce que vous créez comme pensée entre les miennes. Puis que vous gérez vos propres visualisations, formulations, etc. Bon, c'est une méditation qu'on aime faire
assis très confortablement, il n'y a pas de posture nécessaire. Il n'est même pas nécessaire de fermer les yeux complètement, et c'est bien de les garder peut-être des fois à moitié ouverts ou semi-ouverts. Juste d'avoir le sentiment d'être détendu physiquement, on n'a pas besoin de s'évader nulle part, juste de prendre conscience de ses pensées. Juste d'être très intéressé par le phénomène de diriger ses pensées. On commence simplement par ralentir les pensées. Juste bien prendre le temps de penser lentement. Juste de retrouver ce plaisir de voir les pensées naître, les pensées partir. Et pour cette méditation, on va juste se visualiser dans la vie de tous les jours. Et se poser simplement la question: quel est le potentiel en moi qui n'a pas encore été révélé? Qu'est-ce qui est déjà là en moi et que je n'ai pas encore manifesté complètement? Et si je pense par exemple à ma capacité d'accepter les autres, juste comme ça, de décider que en fait tout le monde a le droit d'être accepté tel qu'il est. Et que le simple fait d'accepter les autres me donne un grand sentiment de liberté par rapport aux autres. Et accepter les autres, c'est simplement renoncer à l'idée que je peux changer ou que je dois changer les autres. Je les accepte tels qu'ils sont. Et justement, en acceptant les gens tels qu'ils sont, peut-être que je peux avoir encore une influence plus grande, parce qu'ils vont sentir que je n'ai pas d'attente, que je n'ai pas de jugement par rapport à eux. Alors juste sur cette petite chose, cette capacité d'accepter les autres, est-ce que je peux imaginer à quoi je ressemblerais si j'étais souvent dans cette attitude d'acceptation, que ce soit à la maison, au travail, seul avec moi-même? Juste de savourer ce que c'est d'être capable de dire tous les gens qui sont autour de moi, je les accepte tels qu'ils sont. Et qu'est-ce que je ressens quand je lâche prise et que j'accepte je peux imaginer c'est à quoi je ressemble si jamais j'étais quelqu'un qui ne juge pas les autres et même qui ne critique pas les autres. Tout le monde
monde s'apercevrait à ce moment-là à quel point j'ai du respect pour les gens. Et moi-même, je découvrirais que je peux avoir tellement plus de respect pour les autres. Sans être excessif. Juste le respect nécessaire pour que la relation soit honnête, soit claire. Accepter les autres ne veut pas dire approuver ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Et ça veut dire que j'accepte de les laisser libres d'être qui ils sont. Et je me donne aussi la liberté d'agir en conséquence, avec respect pour moi et pour les autres. Alors combien d'aspects comme cela de moi-même pourraient être davantage manifestés? Est-ce qu'il y a des valeurs en particulier que j'aimerais développer beaucoup plus, en faire mes spécialités? Si je veux devenir quelqu'un qui a beaucoup plus d'amour pour les autres, il faut encore que j'arrive à me visualiser. À quoi ressemblerait cette manifestation d'amour? Qu'est-ce que veut dire plus d'amour dans ma façon d'être, dans ma façon de penser? Et surtout, qu'est-ce que je ressens quand j'exprime davantage d'amour? Alors comme ça, petit à petit, je découvre des capacités en moi qui ne demandent qu'à être manifestées. Et je me dis que je reviendrai de temps en temps. Créer cette nouvelle relation avec ce moi meilleur, ce moi auquel j'aspire. Et ce moi en qui je crois. Merci pour votre écoute, votre présence. Alors, j'aurai grand plaisir à découvrir vos nouveaux soi la semaine prochaine. On arrive tous avec nos nouveaux visages. Version améliorée. C'est comme les applications, il faut toujours télécharger les mises à jour, tu sais. Alors, je pense qu'un peu ce qu'on fait en méditation, c'est exactement ça. C'est, voulez-vous mettre à jour l'application du bonheur? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Elle va effacer la version précédente. D'accord, d'accord. Ça comprend votre grand-mère. Ah, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Plus d'animosité envers personne. Alors, on met les applications à jour, puis qu'est-ce que tu veux? Ça fonctionne mieux. On le souhaite. Bonne soirée, puis à très bientôt. Om Shanti.